L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Radio Classique et Public Sénat avec Michael Zamès. Bonjour Anna. Nous recevons ce matin Dominique Bertinotti, bonjour. Bonjour. Ministre délégué à la famille. Alors on va bien sûr parler avec vous d'abord du mariage pour tous. Il y aura un amendement socialiste sur la procréation médicalement assistée dans le cadre de ce projet de loi qui va être examiné fin janvier. Est-ce que ça vous satisfait ? Mais c'est le travail des parlementaires. Donc nous avons, en tant que gouvernement, proposé un texte de loi qui correspond exactement à l'engagement 31 pris par le président de la République lors de sa campagne présidentielle, qui concerne le mariage et l'adoption pour tous. Les parlementaires ont mené une série d'auditions devant la commission des lois. Ils ont décidé de déposer un amendement dont on ne connaît pas encore le contenu du texte. Et au moment de l'examen, eh bien, nous verrons bien. Madame Bertinotti, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Hier, Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes, a dit « Si le gouvernement nous présente un autre texte avec un autre échéancier, on est prêt encore à discuter. Alors, oui ou non, allez-vous présenter un autre texte pour inclure la PMA dans ce nouveau texte ?» Mais moi, je sais ce qu'est le texte aujourd'hui sur le mariage et l'adoption. J'attends de voir exactement ce que les parlementaires vont faire et vont proposer. Aujourd'hui, ils ont eu envie de s'exprimer sur le fait de parler de la procréation médicalement assistée. C'est plutôt intéressant de se poser la question pourquoi ils ont éprouvé cette nécessité de parler de la PMA. Vous avez la réponse ? Oui, je pense que la procréation médicalement assistée, je parle bien uniquement de la procréation médicalement assistée, existe déjà en France. Elle est autorisée pour des couples hétérosexuels qui sont déclarés médicalement infertiles. Et on sait par ailleurs que des couples homosexuels ont déjà recours à la PMA. Comme c'est interdit en France, cela se fait en Belgique ou en Espagne. Et aujourd'hui, moi, comme ministre de la Famille, je constate la réalité des familles homoparentales. Donc c'est une bonne chose de l'intégrer dans le texte, alors que François Hollande, lui, n'y était pas favorable, finalement. Donc de poser la question et de la légitimité de l'interrogation sur l'ouverture de la PMA, qui existe déjà en France, aux couples de même sexe, c'est une vraie question. Donc qui mérite examen, qui mérite débat, et donc nous verrons bien ensuite ce que les parlementaires vont décider de faire. Mais même certains députés socialistes, hier, 69 ont voté contre. Ils le disent, ça n'a rien à faire dans un texte sur le mariage pour tous, sur l'égalité dans le mariage. Est-ce qu'il faudrait un autre texte peut-être plus sur la santé ? C'est peut-être effectivement pas une question l'introduire dans ce texte-là ? C'est pas simplement qu'une question de santé. Je veux dire aussi, au fond, cette loi sur le mariage et l'adoption, si on veut bien lui donner cette ampleur sociétale qui est importante, mais qui ne fait que reconnaître aujourd'hui la diversité des familles et qui témoigne aussi d'un fait qui n'a rien à voir avec l'homosexualité, qui pose les questions de filiation. Aujourd'hui, de plus en plus d'enfants ne sont pas simplement élevés par des parents qui seraient des parents uniquement biologiques. On le voit dans le cas de la PMA pour les couples hétérosexuels. On peut être élevé par un parent biologique et un autre parent qui n'est pas le parent biologique. Et pour cause, puisqu'il y a eu intervention d'un donneur. Donc vous voyez, c'est plutôt à ce niveau des questions de filiation, de reconnaissance de la parentalité qui est important pour la sécurisation juridique des enfants. Dominique Bertinotti, on sent que vous êtes donc plutôt favorable à cet amendement, mais permettre la procréation médicalement assistée pour les femmes, ça crée une distinction avec les hommes qui n'ont pas cette possibilité. Alors est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce qu'on appelle la GPA, les mères porteuses, pour les couples d'hommes Je vais vous répondre très clairement, non. Pourquoi ? Non, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, pour deux raisons, aujourd'hui la gestation pour autrui est interdite. Est interdite pour tous les couples. Pour tous les couples. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas, qui si elle devait exister, effectivement devrait faire l'objet d'un débat de bioéthique. Car ça n'existe pas, c'est interdit. Et la deuxième raison, c'est que François Hollande a été on ne peut plus clair sur ce sujet. Il a pris très clairement position contre la gestation pour autrui. Et quand Elisabeth Badinter réclame la reconnaissance de la filiation, au moins, puisqu'il y a un vide juridique pour ces enfants qui ont été conçus via une GPA, mais dans un autre pays.
C'est vrai que, par exemple, l'Espagne s'est posé cette question. L'Espagne, qui a adopté le mariage, l'adoption et la procréation médicalement assistée, a aussi intégré la reconnaissance, mais après enquête, sur son état civil, des enfants nés de gestation pour autrui, tout en interdisant la gestation pour autrui. Bon, voilà, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre, on verra, peut-être qu'il y aura aussi là d'autres groupes politiques qui poseront cette question-là. Mais qu'il n'y ait pas... Parce qu'on voit bien, il y a une sorte de volonté de dire, alors on ouvre une sorte de boîte de Pandore dont sortirait... Non, non, non et non. Je dis très clairement qu'aujourd'hui, si l'on discute de la procréation médicalement assistée, c'est qu'elle a été déjà accordée, qu'elle existe, qu'elle est légale, que s'il devait y avoir débat... À ce moment-là, il devait y avoir débat lorsqu'on l'a ouvert aux couples hétérosexuels. Pour ce qui est de la gestation pour autrui, cela ne fera pas partie du débat. Donc si on comprend bien, vous laissez le libre arbitre aux députés, aux sénateurs pour décider s'il y aura cet amendement dans ce texte. Ce sera le 11 janvier prochain. Oui. Si jamais ils ne trouvent pas d'accord sur ce texte, il y aura un nouveau texte? Oui, non. Vous savez, nous sommes, n'allons pas tirer les plans sur la comète. Non, mais c'est important. Je veux dire, moi, j'appartiens à un exécutif qui joue son rôle d'exécutif. Les parlementaires ont un travail législatif à faire. Donc vous verrez au 11 janvier, vous déciderez à partir de là. Exactement, parce que je pense qu'il faut être dans le respect de chacun des pouvoirs. Dominique Bertinti, est-ce que vous avez conscience que finalement vous ressoudez l'opposition avec ce genre de texte ou pas? Vous savez, avec cet appel à manifester au mois de janvier prochain. Il faut être beaucoup plus vigilant que cela, car j'ai entendu aussi des voix à droite qui sont favorables à cette loi. Et toute loi sociétale transcende les clivages politiques traditionnels. Et c'est normal. Et c'est normal. Et vous verrez que nous entendrons également des voix sur d'autres bancs politiques, car l'homosexualité n'est ni de gauche ni de droite. Les réflexions et les questions sur la filiation ne sont ni de gauche ni de droite. Est-ce qu'il y a vraiment urgence ? Je pense que si Jean-François Copé et François Fillon pensent se refaire une unité sur cette question sociétale, je voudrais juste rappeler un propos de Nicolas Sarkozy, vous voyez où on met référence, en 2007, qui disait à ses propres troupes vous êtes passés à côté du Pax, ne passez pas ensuite à côté d'autres lois, vous risquez de Donc c'est un appel à Jean-François Copé et François Fillon entre autres pour leur dire vous risquez de passer à côté? Oui, je pense qu'ils peuvent être dans la caricature d'une évolution de société qui est déjà là. Dominique Bertinotti, un tout autre sujet d'actualité également. François Hollande, donc en visite officielle en Algérie. Je ne viens pas faire repentance ou présenter des excuses. C'est ce qu'il a dit hier soir. Il a appelé un nouvel âge dans la relation franco-algérienne. C'est quoi? C'est le pragmatisme hollandais là, qui est à l'œuvre? Non, je pense que c'est à la fois la volonté très claire de dire qu'il faut savoir regarder notre histoire avec beaucoup de lucidité et de responsabilité. Et je pense qu'il a entièrement raison lorsque, si l'on veut créer des relations d'avenir fondées sur la confiance, l'échange, qui sont nécessaires entre la France et l'Algérie, il faut savoir aussi, de part et d'autre de la Méditerranée, regarder avec beaucoup d'exigence intellectuelle, de lucidité, cette histoire. C'est ça le gage d'un avenir. Pas de repentance, pas d'excuses, c'est un pari risqué. On se rappelle qu'en 2003, Jacques Chirac avait échoué sur ce traité d'amitié franco-algérien. C'est un risque? Mais je ne sais pas, c'est l'historienne que je suis qui parle. Je ne sais pas si la notion de repentance aide à bien connaître son histoire. Et pourtant, François Hollande l'avait fait sur les manifestations d'octobre 61. Un peuple libre, c'est celui qui connaît bien son histoire. Et l'exigence de connaissance de la vérité historique est 100 fois plus importante que, voilà, un mot de repentance qui pourrait être prononcé, même si il ne faut pas sous-estimer la valeur symbolique des mots qui vont être utilisés par François Hollande tout à l'heure dans son discours. Mais François Hollande, parfois, fait repentance, comme sur les manifestations d'octobre 1961. Donc, ça dépend peut-être des contextes, des situations. Je pense que c'est une façon de dire que, effectivement, le 17 octobre 61 fait aussi partie de cette histoire de la guerre d'Algérie. Vous savez combien, pendant longtemps, on n'utilisait pas le terme de guerre d'Algérie. On parlait
parlait des événements d'Algérie. Donc maintenant, nous sommes à un temps où il faut regarder avec beaucoup de lucidité, de responsabilité et de véracité historique cette histoire, qui est une histoire douloureuse, partout. Dominique Bertinotti, je vous ramène un petit peu sur la politique nationale. Vous avez peut-être vu le constat du COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Ça va très très mal. Nous serons en déficit en 2020 et finalement, il faudra prendre sa retraite presque un an et demi plus tard que ce qui est déjà prévu, presque 63 ans, et peut-être même agir sur le montant des pensions. C'est ce qui nous attend ? Avant d'annoncer des mesures, le gouvernement travaille sur cette question des retraites, et tant qu'il n'y a pas d'annonce, je me garderai bien. Mais vous avez vu le constat quand même, il est sévère, on n'aura pas d'autre choix finalement. Est-ce que vous pourrez faire l'impasse sur l'allongement de la durée Laissons le gouvernement travailler sur cette question importante. Ce que je peux constater, c'est que le gouvernement précédent nous avait promis un règlement de cette question. Manifestement, il n'est pas réglé. Donc rien n'a été réglé avec la loi de 2010, c'est ce que vous dites, avec la loi d'Éric Woerth, Nicolas Sarkozy. Vous-même, vous venez d'en faire la démonstration. C'est une question, Dominique Bertinotti. Je vous réponds. Dominique Bertinotti, vous avez été un soutien de Ségolène Royal. On parle beaucoup d'elle en ce moment. Elle va sortir un livre en janvier. On parle d'elle éventuellement également pour rentrer au gouvernement, peut-être au ministère de la Justice en remplacement de Christiane Taubira. Vous souhaitez qu'elle arrive au gouvernement rapidement ? Moi, ce que je souhaite avant tout, c'est que effectivement, Ségolène Royal retrouve une place politique pour faire entendre sa voix politique. Elle a une voix politique qui est une voix singulière à gauche, qui est indispensable pour contribuer à la réussite de la gauche. Je la sais profondément engagée dans la réussite de la gauche, et je pense que nous avons tous besoin de sa voix. Vous diriez ce matin qu'il y a un besoin de Ségolène Royal ? Oui, très clairement, je l'affirme, oui. Pourquoi ? Parce que Ségolène Royal a cette extraordinaire capacité à la fois faire la synthèse entre les aspirations des couches modestes et en même temps la capacité à engager, on le voit au travers de son action sur la région, dans les défis de demain, en particulier tout ce qui est croissance verte, révolution énergétique, et qu'elle a cette double facette qui la rend si spécifique, et je pense qu'on a besoin aussi pour réussir à gauche de cette spécificité. Vous la verriez bien au gouvernement ? Et à quel poste ? Ça n'est pas de ma responsabilité. Un petit mot quand même sur Bernard Tapie qui revient dans le jeu, il est dans le jeu de la presse en tout cas, on évoque aussi son retour en politique, c'est quelque chose que vous voyez comment ? Est-ce que c'est imaginable pour vous ou pas ? Je ne sais pas s'il va revenir en politique. Certains disent à Marseille. Moi, pour par exemple devoir traiter le problème des crèches à Marseille ou le problème récent du dysfonctionnement de la caisse d'allocation familiale de Marseille, je me dis que Marseille a vraiment besoin de femmes et d'hommes qui demain sortent Marseille un peu des ornières dans lesquelles cette vie... Donc oui, il pourrait être un homme capable pour Marseille. Quelqu'un d'autre que Bernard Tapie ? Je tiens à dire que c'est certainement pas du côté de la droite et de Bernard Tapie que peut-être Marseille trouvera cette énergie pour redevenir une très grande ville, une très belle ville. Vous le mettez à droite maintenant, Bernard Tapie ? Ah bon, parce que vous pensiez qu'il était où ? Et patron de presse ? Ça, c'est son affaire. C'est son affaire. On verra ce qu'il fera justement de ses journaux. On verra ça effectivement. Merci beaucoup Dominique Bertinotti d'être venu ce matin sur Radio Classique et Public Sénat. Merci Mickaël. Bonne journée. Très bonne journée à tous. Merci.